Tout s'est effondré en silence. Pendant que vous dormiez, une décision prise en quelques secondes a déclenché une réaction en chaîne que personne n'ose encore appeler par son vrai nom. Officiellement, les marchés sont calmes. Officieusement, des chiffres circulent déjà qui racontent une toute autre histoire. Et si vous avez un compte bancaire, une épargne, une retraite ou simplement un salaire, vous êtes déjà dedans, que vous le vouliez ou non. Voici la contradiction centrale. On vous dit que tout est sous contrôle, mais au même moment, selon les données venues d'Asie, des centaines de milliards de dollars auraient disparu des bilans bancaires en une seule nuit. L'argent métal, lui, ne se contente pas de monter, il se détache. À Shanghai, le prix physique franchit des niveaux que personne n'osait même évoquer publiquement il y a encore quelques semaines. Et pourtant, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une prédiction. Le récit affirme une chose très précise, ce ne sont pas des projections, ce sont des transactions en cours à Tokyo, Shanghai et Hong Kong. Autrement dit, le marché réel est déjà en train de parler, pendant que l'Occident n'a pas encore ouvert les yeux. Maintenant, remontez de 24 heures. Le mardi 20 janvier 2026, à 12h01 exactement, heure de la côte Est. Les caméras filment encore la fin de la cérémonie. Les applaudissements couvrent le bruit des stylos. Et sur un bureau de la Maison-Blanche attend une pile de décrets. Tout le monde s'attend aux annonces habituelles. Immigration, énergie, politique intérieure. Mais ce qui est signé à ce moment-là n'a rien de prévisible. Un document de 47 pages, un titre presque technocratique et un effet immédiat qui, selon ces informations, aurait déjà commencé à fissurer le cœur du système financier mondial. Voici la promesse de cette vidéo. Comprendre pourquoi un texte que presque personne n'a lu serait en train de provoquer des réunions d'urgence, des chutes bancaires en chaîne et une revalorisation brutale de l'argent que les marchés n'arrivent plus à contenir. Et surtout, comprendre pourquoi ce qui se passe maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vécu. Parce que la vraie question n'est pas ce qui a été signé. La vraie question, c'est ce que ce texte a rendu impossible et ce que cela déclenche à partir de maintenant. Ce qui est en train de se jouer n'est pas un événement isolé. C'est la collision finale d'un système qui tenait uniquement parce que certaines règles n'étaient jamais remises en cause. L'ordre exécutif signé à 12h01 n'est pas présenté comme une révolution. Il est présenté comme une mesure de sécurité nationale. Mais c'est précisément là que le cadre se déplace. Le texte affirme une chose simple, presque banale en apparence. L'argent métal est désormais classé comme métal monétaire stratégique essentiel à la sécurité nationale. Fact. Ce n'est pas un slogan. C'est une requalification juridique. Et ce détail, que beaucoup pourraient balayer comme du langage bureaucratique, change instantanément la nature même du marché. Parce que ce classement déclenche, selon le document, une cascade automatique de conséquences réglementaires. Voici le point que peu de gens relient encore. Pendant des décennies, le prix de l'argent a été traité comme celui d'une simple matière première, un actif financier parmi d'autres. Mais ce texte affirme explicitement qu'il ne s'agit plus seulement d'un métal industriel ou spéculatif. Il s'agit d'un élément monétaire stratégique. Et quand quelque chose devient stratégique, les règles du jeu ne sont plus celles du marché libre classique. Regardez ce qui n'est pas dit publiquement. Aucun discours triomphal, aucune annonce spectaculaire. Pas de conférence de presse expliquant les implications. Pourtant, dans les heures qui suivent, selon le récit, les marchés asiatiques se retrouvent sans référence de prix américaine. Les marchés US sont fermés, le COMEX est silencieux et un vide de prix apparaît. Maintenant, posez-vous cette question clé. Que font toujours les marchés quand l'arbitre disparaît? Ils créent leur propre réalité, pas sur des écrans, pas sur du papier, mais à travers l'offre réelle et la demande réelle. C'est exactement ce qui aurait commencé à se produire à Tokyo, puis à Hong Kong, puis à Shanghai. Ce n'est donc pas une hausse. C'est un basculement de centre de gravité. Le prix ne serait plus dicté par un marché papier occidental fermé, mais par des marchés exigeant une livraison physique immédiate. Et ce détail change tout, parce qu'un marché physique ne pardonne pas les promesses non tenues. Mais voici la partie que presque personne n'ose encore formuler clairement. Si l'argent est reclassé comme actif monétaire stratégique, alors certaines pratiques qui étaient
tolérés hier deviennent soudainement intenables aujourd'hui. Et c'est précisément là que la situation commence à s'accélérer. Parce que ce texte ne se contente pas de redéfinir ce qu'est l'argent. Il commence à toucher à la façon dont il peut encore être vendu, promis, et surtout vendu à découvert. Et c'est là que la mécanique réelle de cette crise commence à apparaître. Voici maintenant le premier point de rupture, celui qui transforme une requalification juridique en piège financier. Et ici, on ne parle plus de théorie, on parle de mécanismes bloqués. Le document affirme une mesure précise, gel immédiat de toute nouvelle position vendeuse sur les contrats à terme sur l'argent jusqu'à la fin de l'audit. Fact. Les positions existantes peuvent être clôturées ou roulées, mais aucune nouvelle position short ne peut être ouverte. Aucune. Arrêtez-vous une seconde sur ce détail, parce que c'est là que l'histoire bascule. Pendant des décennies, chaque fois que le prix de l'argent montait trop vite, les grandes institutions pouvaient faire une chose, ajouter de nouvelles positions vendeuses pour faire pression sur le prix. C'était le frein d'urgence du système. Ce frein vient d'être retiré. Selon le récit, environ 215 millions d'onces d'argent papier vendues à découvert se retrouvent ainsi enfermées dans ce nouveau cadre. Fact. Pas protégées, pas compensées, enfermées, sans possibilité d'augmenter la pression à la baisse, sans issue symétrique. Voici ce que cela implique, et c'est une inférence logique à partir du mécanisme décrit. Une position vendeuse ne peut survivre que si elle peut être défendue. Si le prix monte, le vendeur doit soit ajouter des marges, soit ouvrir de nouvelles positions pour contenir la hausse. Ici, cette option disparaît. Le risque devient asymétrique. Maintenant, regardez ce que le texte ne nie jamais. Il ne garantit nulle part que ces 215 millions d'onces existent physiquement. Il parle de contrats, de déclarations, de stocks déclarés. Et en parallèle, il ordonne un audit de 90 jours, mené non pas par des entités de marché, mais par le département de la Défense et le Trésor. Fact. Posez-vous la question évidente. Depuis quand l'armée américaine audite-t-elle des coffres de matières premières financières? La réponse est simple. Jamais dans l'histoire financière moderne. Et quand une institution militaire est mobilisée, ce n'est jamais pour un exercice symbolique. C'est ici que la pression commence à devenir réelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque dollar de hausse du prix de l'argent ne représente plus une fluctuation. Il représente une perte directe, concentrée, potentiellement illimitée, sur un nombre très restreint d'acteurs. Le récit chiffre ces pertes de manière brutale. À 200 $ l'once, les pertes dépasseraient 27 milliards. À 500 $, plus de 91 milliards. Et à 2000 $, le chiffre évoqué dépasse 400 milliards de dollars. Fact sur les calculs présentés. Ce n'est plus un mauvais trade, c'est ce que le texte appelle implicitement un événement d'extinction systémique. Et c'est exactement à ce moment-là que la théorie rencontre la réalité des marchés asiatiques. Parce que pendant que ces positions sont figées, le prix, lui, ne l'est pas. Et ce qui s'est produit lors de l'ouverture des marchés asiatiques transforme ce piège en accélérateur. À l'instant où les marchés asiatiques ouvrent, quelque chose d'inédit se produit. Il n'y a plus de prix directeur occidental. Les marchés américains sont fermés. Le COMEX est muet. Et cette absence crée un vide que les marchés détestent par-dessus tout. Fact selon le récit. Alors, ils font ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire financière. Ils découvrent un prix réel. Pas un prix théorique, pas un prix défendu par des algorithmes ou des positions papier. Un prix basé sur ce qui est réellement disponible et ce qui est réellement demandé. À Tokyo, l'ouverture se fait autour de 412 $ l'once. Fact. Moins de 90 minutes plus tard, le prix franchit 517 $. Puis, Hong Kong s'aligne. Et quand Shanghai entre en scène, tout change de dimension. La bourse de l'or de Shanghai, qui exige une livraison physique pour chaque transaction, ouvre l'argent à 942 $ l'once. Fact. En moins de 2 heures, le seuil des 1000 $ est franchi. Puis, selon le récit, le prix spot pour livraison immédiate atteint
$1 738 l'once et continue de monter. Arrêtez-vous sur ce détail parce qu'il est crucial. Ce marché ne traite pas des promesses, il traite du métal réel. Quand quelqu'un achète, le métal doit être livré. Pas demain, pas théoriquement, immédiatement. Voici le basculement silencieux. Le marché physique commence à vivre sa propre vie complètement déconnecté du marché papier. Inférence directe à partir du mécanisme décrit. Le prix occidental, lorsqu'il rouvrira, ne sera plus qu'un chiffre sur un écran, sans autorité sur la réalité matérielle, et c'est exactement à ce moment-là que la situation cesse d'être abstraite pour devenir existentielle pour les banques. Parce que chaque dollar de hausse sur ces marchés physiques se traduit mécaniquement par une perte sur les positions vendeuses figées, sans possibilité de défense, sans soupape. Maintenant, observez la réaction la plus révélatrice. Ce ne sont pas des déclarations publiques, ce sont des mouvements boursiers. Selon le récit, certaines grandes banques européennes plongent de 18 23 parfois avec des suspensions de cotation pour volatilité extrême. Fact. Des conseils d'administration sont convoqués avant l'aube. Des banques centrales appellent en urgence. Mais un détail se détache immédiatement. Une grande banque américaine ne chute que marginalement, environ 4 Fact. Pourquoi? Parce qu'elle aurait, selon plusieurs sources citées, inversé discrètement sa position ces derniers mois, passant vendeuse à acheteuse physique. Ce détail change toute la lecture de l'événement. Il suggère que certains acteurs savaient et que d'autres ne savaient pas. Et c'est là que la question devient inévitable. Si certains ont pu se préparer, pourquoi les autres sont-ils restés piégés? C'est ici que l'histoire cesse d'être une simple crise de marché pour devenir une crise de structure. Parce que lorsque vous regardez quelles banques chutent et lesquelles tiennent encore debout, un schéma apparaît. Selon le récit, certaines institutions perdent 19 22 parfois plus, avant même l'ouverture officielle des marchés américains. Fact. Et ce ne sont pas des acteurs marginaux, ce sont des piliers du système, des banques censées être trop grandes pour tomber, trop connectées pour être laissées seules. Maintenant, voici le réflexe que tout le monde attend. L'intervention, le filet de sécurité. La banque centrale qui entre en scène et stabilise le système. C'est ce qui s'est toujours produit en 2008. En 2020, à chaque fois que les pertes devenaient incontrôlables. Mais cette fois, le texte introduit un verrou inédit. Il affirme explicitement que les facilités d'urgence de la Réserve fédérale ne peuvent pas être utilisées pour couvrir des pertes liées à des positions vendeuses sur des métaux monétaires stratégiques. Fact. Cette phrase n'est pas mise en avant. Elle est enfouie, mais elle change absolument tout. Arrêtez-vous sur ce point. Parce que c'est là que le récit prend une dimension différente. Cela signifie que les pertes ne peuvent pas être socialisées, elles ne peuvent pas être diluées dans le système, elles doivent être absorbées là où elles se trouvent, directement sur les bilans des banques concernées. Voici l'inférence logique et elle est glaçante. Si une institution subit des pertes supérieures à ses fonds propres, elle ne survit pas. Peu importe son nom, peu importe son statut, peu importe son histoire. C'est pour cela que, selon le récit, des réunions d'urgence se tiennent pendant la nuit. Non pas pour gérer la communication, mais pour comprendre une chose simple. Qui peut encore survivre si le prix continue de monter? Et qui ne le peut pas? Et pendant que ces calculs se font, une autre horloge tourne, l'audit, daté, précis. À partir du 27 janvier, fact, des équipes mandatées pour vérifier non seulement l'existence du métal, mais son état livrable et sa chaîne de possession complète. Maintenant, posez-vous la question que personne ne formule encore à voix haute. Que se passe-t-il si cet audit révèle que le métal promis n'est pas là, ou qu'il est déjà promis plusieurs fois? Parce que si c'est le cas, alors ce que vous avez vu jusqu'ici n'est pas le choc, c'est l'échauffement. Et les prochaines 72 heures deviennent le point de non-retour. À ce stade, tout s'accélère. Non pas parce que quelqu'un panique publiquement, mais parce que le système perd ses amortisseurs un par un. Les prochaines heures ne sont plus une question d'opinion, elles deviennent une question de mécanique. Selon le récit, l'ouverture imminente des marchés américains est décrite comme un moment de rupture. Fact. Les prix asiatiques existent déjà. Les pertes sont déjà comptabilisées hors écran occidental. Et lorsque Wall Street rouvre, deux réalités incompatibles doivent
coexister. Un marché papier qui tente de reprendre son rôle de référence et un marché physique mondial qui a déjà fixé ses propres niveaux. C'est ici que les tensions se superposent. Les actions minières font face à des suspensions. Fact. Les ETF adossés à l'argent subissent des demandes de conversion qu'ils ne peuvent pas honorer rapidement. Fact. Et pendant ce temps, les institutions qui portent encore des positions vendeuses voient leurs exigences de marge exploser heure après heure. Regardez la vitesse. Ce n'est plus une crise lente, c'est une crise de liquidité instantanée. Chaque hausse de prix appelle plus de collatéral. Chaque appel de marge réduit les réserves. Chaque réduction de réserves fragilise la confiance. Et la confiance dans un système bancaire est la seule chose qui empêche la chute. Maintenant, observez ce qui n'est toujours pas visible à l'écran. Les discussions politiques, les tentatives de ralentir, de suspendre, de revoir le texte. Le récit évoque déjà des appels à des auditions, à des contre-mesures, à des recours juridiques. Fact, mais ces démarches ont un problème fondamental. Elles prennent du temps. Et le marché, lui, n'attend pas. Voici l'inférence clé. Même si le texte était contesté, même si des débats s'ouvrent, même si des pressions s'exercent, le prix physique continue d'être fixé ailleurs, à Shanghai, à Singapour, à Dubaï, là où la livraison est exigée, là où la promesse doit devenir métal. Et c'est ici que la crise devient personnelle, parce que dans un monde où le prix réel se fixe hors de votre fuseau horaire, hors de votre juridiction, hors de vos écrans habituels, la question n'est plus qui a raison. La question devient qui contrôle encore quelque chose. Ce moment précis marque la transition entre une crise financière et une crise de confiance généralisée. Et quand cette frontière est franchie, l'impact ne reste jamais confiné aux banques. Il descend toujours plus bas, vers l'économie réelle, vers les entreprises, vers les individus. C'est là que le système cesse d'être abstrait et commence à toucher directement votre quotidien. À partir de ce point, ce n'est plus une histoire de banque, de décret ou de marché lointain. C'est une histoire qui descend d'un étage jusqu'à vous. Parce que lorsque des institutions perdent des dizaines de milliards en quelques heures, elles ne coupent pas d'abord dans les bonus, elles coupent dans le crédit, facté par mécanique bancaire. Les lignes se resserrent. Les conditions changent. Les prêts deviennent plus chers, plus rares ou disparaissent sans explication claire. Si vous êtes entrepreneur, cela signifie des financements gelés, des projets reportés, des trésoreries mises sous pression. Si vous êtes salarié, cela signifie des entreprises qui repoussent des embauches, qui réduisent des investissements, qui commencent à parler de prudence. Si vous êtes retraité ou épargnant, cela signifie quelque chose de plus insidieux, une incertitude silencieuse sur la solidité des intermédiaires auxquels vous confiez votre argent. Voici le détail que peu de gens relient immédiatement. Les banques n'ont pas besoin de faire faillite pour affecter votre vie. Il leur suffit d'avoir peur. Inférence fondée sur les crises précédentes. Et selon le récit, la peur n'est pas théorique. Elle est déjà mesurée en pourcentage de chute, en appel de marge, en réunion nocturne. Pendant ce temps, un autre marché continue de fonctionner normalement, le marché physique. Là où les transactions exigent une livraison réelle, là où la promesse abstraite n'existe plus. Et cette divergence crée une tension directe sur les produits que beaucoup considèrent comme simples ou passifs. Compte, fonds, ETF, assurance vie. Ce n'est pas une panique visible. C'est une érosion, une perte progressive de certitude. Et c'est précisément ce type de crise que la plupart des gens ressentent trop tard, parce qu'elle ne commence pas par des files d'attente devant les banques. Elle commence par des règles qui changent sans être annoncées. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. Pas pour débattre, juste pour constater à quel point ce schéma revient toujours de la même façon. Et c'est là que la question devient plus profonde que l'événement lui-même. Comment un système peut-il se retrouver aussi exposé à cause d'un seul actif requalifié? Pour répondre à cela, il faut regarder non pas les émotions, mais la structure. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. La réponse tient en un mot que les médias utilisent rarement: l'incitation. Les systèmes ne s'effondrent pas parce que les gens sont mauvais. Ils s'effondrent parce qu'ils récompensent certains comportements jusqu'au moment où ces comportements deviennent mortels. Fact, selon le récit,
Pendant des années, l'argent a été traité comme un actif que l'on pouvait vendre sans le posséder, promettre sans le livrer, multiplier sur le papier sans contrainte immédiate. Pourquoi? Parce que le système récompensait cette pratique. Elle apportait de la liquidité apparente, des profits réguliers, une stabilité de façade, tant que personne ne demandait le métal. Voici l'inférence clé. Quand un marché est dominé par des promesses plutôt que par des objets réels, le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent les règles du papier, pas à ceux qui contrôlent la matière. Et tant que cette asymétrie tient, le système semble fonctionner. Ce que fait ce texte, ce n'est pas créer une crise, c'est retirer le décor. En requalifiant l'argent comme métal monétaire stratégique, il change l'incitation centrale. La promesse n'est plus suffisante. La détention réelle redevient la référence implicite. Et ce simple déplacement suffit à révéler toutes les fragilités accumulées. Regardez le mécanisme. Les banques n'étaient pas seulement exposées parce qu'elles étaient vendeuses. Elles étaient exposées parce que ce modèle supposait une chose précise, que la demande de livraison resterait marginale, qu'elle pourrait toujours être repoussée, compensée, réglée en cash. Fact sur le fonctionnement du marché papier. Mais dès l'instant où la livraison devient centrale, ce modèle cesse d'être viable. Inférence directe. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physique économique. Vous ne pouvez pas livrer ce qui n'existe pas et vous ne pouvez pas imprimer ce qui est désormais classé stratégique. C'est pour cela que la réaction ne passe pas par des discours, mais par des silences, des lignes qui se figent, des contreparties qui hésitent, des institutions qui cherchent non pas à gagner, mais à survivre. Ce sont les signes classiques d'un système qui réalise que ses anciennes solutions ne fonctionnent plus. Et voici l'insight le plus dérangeant. Ce genre de basculement ne revient jamais en arrière. Une fois que le marché a goûté à la découverte de prix réels, il n'accepte plus durablement de revenir à une fiction. Même si des tentatives sont faites, même si des compromis émergent, la mémoire du choc reste. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose sans encore oser la formuler clairement. Que se passe-t-il maintenant? Parce qu'à partir de ce point, il n'y a plus de trajectoire unique. Il y a des chemins possibles et chacun mène à un futur très différent. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est confortable. Première possibilité, le système tente de reprendre le contrôle. Des pressions politiques s'intensifient, des recours sont déposés, des amendements sont proposés, le discours devient rassurant. On parle de stabilité, de transition ordonnée, de marché fonctionnel. Fact. Le récit mentionne déjà des tentatives de contournement et des réunions d'urgence. Mais voici le problème fondamental de cette trajectoire. Même si les règles changent à nouveau, même si certains verrous sont assouplis, le signal a déjà été envoyé. Les marchés physiques ont découvert qu'ils pouvaient fixer un prix sans référence occidentale. Et une fois que cette autonomie existe, elle ne disparaît pas par décret. Inférence. Deuxième possibilité, le système accepte la rupture. Les pertes sont absorbées. Certaines institutions disparaissent ou sont restructurées. Le marché papier se contracte brutalement et le prix de l'argent se réorganise autour de la rareté réelle, pas de la liquidité artificielle. Cette voie est plus chaotique à court terme, mais plus cohérente à long terme. Inférence fondée sur les précédents historiques évoqués. Ce qui rend ce moment si instable, c'est que nous sommes exactement entre ces 2 chemins. Rien n'est encore figé. Mais l'inertie joue contre toute tentative de retour en arrière. Chaque heure où le prix physique continue d'exister indépendamment renforce la seconde trajectoire. Regardez le timing. L'audit n'a pas encore commencé. Fact. Les marchés américains n'ont pas encore entièrement digéré l'écart de prix. Fact. Les institutions sont encore en train de recalculer leurs expositions. Cela signifie une chose simple. La prochaine décision importante n'a pas encore été prise. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si dangereux et si déterminant. Parce que dans ce type de situation, ce ne sont pas les déclarations qui comptent. Ce sont les mouvements discrets, les ajustements de position, les transferts de contrôle, ceux qui se font avant que le récit officiel ne se stabilise. Autrement dit, le futur n'est pas annoncé. Il est en train de se former maintenant, hors caméra. Et pour comprendre ce que cela signifie vraiment, il faut prendre du recul une dernière fois. Pas sur les prix, pas sur les banques, mais sur le sens de ce moment dans l'histoire monétaire.
Voici l'idée centrale qu'il faut garder au-delà du bruit, des chiffres et des noms. Ce que vous venez de voir n'est pas une crise de l'argent, c'est un test de réalité. À chaque grande rupture monétaire de l'histoire, le même schéma se répète. En 1933, le problème n'était pas l'or, c'était la confiance dans la monnaie. En 1971, le problème n'était pas le dollar, c'était la promesse qu'il représentait. Et aujourd'hui, selon ce récit, le problème n'est pas l'argent métal. C'est le décalage accumulé entre le papier et le réel. Ce décret n'a pas créé cette fragilité, il l'a révélée. Il a forcé un système construit sur des promesses à se confronter brutalement à la question qu'il évitait depuis des décennies. Qu'est-ce qui est réellement là quand tout le reste disparaît? Reformuler toute cette histoire en une seule phrase et tout devient plus clair. Ce n'est pas le prix de l'argent qui se réinitialise, c'est la frontière entre fiction financière et réalité matérielle. Et une fois que cette frontière devient visible, elle ne s'efface plus. Elle change la façon dont les marchés se comportent. Elle change la façon dont les institutions se protègent. Et surtout, elle change la façon dont les individus commencent à regarder le système auquel ils confient leur vie économique. Ce qui se passe maintenant n'est pas terminé. L'audit n'a pas commencé. Les décisions finales ne sont pas prises. Les conséquences complètes ne sont pas encore visibles. C'est exactement pour cela que ce moment compte. Parce que c'est dans cette phase floue que se jouent toujours les plus grands basculements. Si vous voulez comprendre ce qui va suivre, pas à travers des titres sensationnalistes, mais à travers la mécanique réelle, restez ici, suivez, abonnez-vous, parce que cette histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer.